Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, drame au Bénin, la mer a emporté hier un collégien à la plage de Fidjosé. Les détails, c'est dans ce journal. Analyse des faits marquants de l'actualité de la semaine, ce sera avec Peggy Ludovic Dagba. Et puis hors de nos frontières, plus précisément au Cameroun, il se tient aujourd'hui la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Merci pour l'attention. Parti à la plage avec ses amis hier pour une partie de plaisir, un élève du collège Vedoko à Cotonou n'est plus rentré chez lui. Il a été emporté par la mer à la plage Fidjosé. Selon BIP Radio, une fois à la plage, un collégien a décidé de prendre un bain. Seulement, il ne sait pas nager et la mer ne pardonnant pas à un étranger, surtout qui ne sait pas nager, le pauvre a été simplement emporté par les vagues de la mer devant ses amis impuissants. Un riverain raconte que les amis en question de la victime ont alors appelé à l'aide. C'était peine perdue. Les amis de la victime ont été également écoutés sur témoignage par les éléments de la police républicaine. Le gouvernement béninois s'engage dans des opérations d'expropriation pour la réalisation de projets d'utilité publique sur toute l'étendue du territoire national pour éclairer la lanterne des populations sur le bien fondé de ces opérations. Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, Victorin Kouglenou, a tenu une conférence de presse. On l'écoute. Tout notre pays est en chantier. C'est ce qui explique que partout, nous avons des opérations de libération des sites. Alors, il faut comprendre que les opérations d'expropriation qui se déroulent sur la base d'un principe fondamental qui est l'équité et l'égalité de tous les citoyens. Ces localités dans lesquelles ces opérations se déroulent sont nécessaires pour abriter les 10 projets. C'est notamment le cas de 80 hectares qui sont situés à Tobin. Ce qui malheureusement n'est pas compris des populations, il y a une partie de la zone 4 a été coupée en deux. Et par le concours de circonstances, cette situation qui était une sorte d'anomalie a été réglé. De sorte que tous ceux qui sont concernés par le lotissement et le sous-lotissement zone 4 sont aujourd'hui concernés par les opérations de dédommagement. Je voudrais alors donc nous rappeler les bases légales suivant lesquelles ces opérations se font. Premièrement, il s'agit de notre Constitution, particulièrement de l'article 22. En dehors de cet article de la Constitution, il y a les articles 211 et suivants de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant régime foncier en République du Bénin et code foncier domanial. Et c'est sur la base de ce texte, avec la loi 2017 l'ayant modifié ou amendé, que les opérations d'expropriation se déroulent au Bénin. Il y a des tests dérivés, qui sont des tests réglementaires. Je voudrais citer donc le décret 2015-013 qui organise les commissions d'enquête de Commodo, de dédommagement et d'expropriation en République du Bénin. C'est sur la base de ces différents tests que les opérations d'expropriation se déroulent dans notre pays. Cela étant, je voudrais à présent adresser un mot à l'endroit des populations concernées pour dire d'abord que les instructions qui nous ont été données, les orientations
permanentes suivant lesquelles nous agissons se rapportent d'abord à la nécessité de faire une expropriation à visage humain. Et la hiérarchie veille scrupuleusement à ce que les opérations se déroulent à visage humain. Je voudrais donc les rassurer que les appréhensions et les préoccupations qui sont exprimées ne sont pas délaissées, mais sont étudiées de manière parcimonieuse dans le sens de leur prise en compte pour qu'au mieux leurs intérêts soient préservés. De l'Institut national de la femme INF est désormais confié à Huguette Bopé-Nyankadja, secrétaire exécutive de l'institution lors de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement de ce mercredi. L'ancienne présidente n'a pas attendu pour exprimer sa gratitude au gouvernement pour la confiance placée en elle en 2021 quand elle prenait les rênes de l'institution. Sur sa page Facebook, elle a écrit, je cite, « J'exprime au chef de l'État ma profonde gratitude pour m'avoir fait confiance comme première présidente de l'INF dans cette forme rénovée et adaptée aux défis contemporains en matière de protection et de promotion de la femme. Il a fait la preuve qu'avec la volonté politique, les femmes peuvent être mieux loties dans notre société. La preuve la plus récente est la concrétisation de la réforme qui a permis d'avoir pour la première fois de notre histoire politique 29 femmes au Parlement. Bien d'autres résultats existent qui prouvent que la femme est véritablement remise au cœur de l'action publique et du processus de développement durable. À mesdames, la nouvelle présidente de l'Institut national de la femme et la secrétaire exécutive, toutes mes félicitations et plein succès dans vos nobles fonctions respectives. Mes pensées vont également à l'endroit de tout le personnel de l'Institut à qui je dis merci pour la cordiale collaboration. Fin de citation. Lancement officiel des préparatifs du Hajj 2023 à Cotonou. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération accompagné pour la circonstance des ministres de la Santé, de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'eau et des mines a donné le ton du Hajj 2023. Il a dévoilé aux responsables des sociétés agréées pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins les dispositions prises par le gouvernement pour le bon déroulement du pèlerinage. Suivez plus tôt. Cadres du ministère des Affaires étrangères, personnalités religieuses et responsables des sociétés agréées pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins à la Mecque étaient présents à la cérémonie de lancement du Hajj 2023. En prélude à cet événement, l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels AGLO a mené plusieurs démarches qui ont permis de définir les conditions de participation au pèlerinage à la Mecque cette année. AGLO a participé sur invitation de l'Arabie Saoudite à une réunion virtuelle le 22 décembre 2022 dans le cadre de l'annonce du Hajj. C'est à cette occasion que les autorités saoudiennes ont communiqué, entre autres informations, que le quota pour le Bénin est 4600 pèlerins. La limitation d'âge à 65 ans est levée. Le test PCR n'est plus exigé. Par contre, le vaccin Covid est obligatoire. Les négociations sont bouclées avec le prestataire retenu pour assurer le transport aérien et le contrat signé. La mission de prospection des prestations au profit des pèlerins a eu lieu du 8 au 20 février 2023 à la Mecque, Médine et à Djeddah. Le coût de la participation a connu une hausse de 100 000 francs par rapport à l'année dernière. Aurélien Gbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, en sa qualité de président du comité d'orientation et de supervision, donne des précisions. À la suite de toutes les diligences qui ont été entreprises par le gouvernement, je voudrais vous annoncer que le prix du Hajj 2023 est fixé à 3 500 000 francs CFA par pèlerin. Ce montant
couvre principalement les frais de transport par avion, le transport interurbain, l'hébergement, la restauration, le visa, l'assurance, ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite. Les frères musulmans désirés d'accomplir les rites du Hajj cette année devront se rapprocher des 27 sociétés agréées par le gouvernement, dont la liste est disponible sur le site web du ministère des Affaires étrangères et aussi à la direction générale d'Aglo. Je rappelle que la date de clôture des inscriptions sur la plateforme dédiée à cet effet est fixée au 18 mai 2023. Les candidats à l'accomplissement du 5e pilier de l'islam pour cette année savent désormais à quoi s'en tenir. Instant entretien présent avec Peggy Ludovic Dagba. Il est le rédacteur en chef d'Eden TV de Diaspora FM, analyste politique. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Carole Olaye, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, nous savons tous que le président nigérien était au Bénin le lundi et le mardi. Peggy Ludovic Dagba, selon vous, quelles sont les retombées de cette visite? Écoutez, les retombées sont d'abord diplomatiques. Ça montre déjà que le Bénin, quand même, est fréquentable et est fréquenté. Le président nigérien, quand même, est venu, au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça, et décide quand même de rendre une visite au Bénin, même si c'est une visite de travail. Donc ça montre déjà que l'axe Bénin-Niger se porte assez bien. Deuxièmement, il y a quand même un certain nombre de choses que le Bénin partage avec le Niger. Le Niger utilise le port de Cotonou. Ce n'est plus un secret pour personne, notamment pour un certain nombre de services portuaires. Étant entendu que le Bénin, en tout cas, bénéficie de son port, doit quand même desservir les pays de l'Interland, dans le Mali, le Niger et les autres. Donc le président Bazoum est venu lui-même d'abord pour s'enquérir des dispositifs qui sont mis en place pour que déjà le port autonome de Cotonou, bien sûr, accorde plus encore de services, plus de valeur à tout ce qui vient du Niger ou tout ce qui va quitter le Bénin pour le Niger. L'importation du Niger passe en grande partie par le Bénin, même si le Togo et la Côte d'Ivoire nous disputent un peu la vedette sur ce plan. Et au cours de sa visite, il est allé voir un peu comment le port autonome de Cotonou est en train d'être agrandi. Et il a même été émerveillé en disant que le port de Cotonou est en train de subir des transformations et deviendra un grand port, ce qui sera vraiment heureux pour le Niger qui en profitera grandement. Ceci laisse attendre qu'il y aura, un boost dans le volume des exportations ou des importations via le Bénin pour le Niger. Deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est en train de s'apprêter à transporter le pétrole du Niger. Et le président Bazoum, au cours de cette déclaration, l'a dit, le pétrole nigérien et le pétrole béninois est également pour le Bénin. Il veut montrer quand même que par là, le Bénin aussi va tirer des profits. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est en train de bâtir, de construire des pipelines pour pouvoir transporter ce pétrole. Donc, le président nigérien est venu pour voir également comment cet ouvrage est-il conduit. Et troisièmement, vous savez, le Niger étant le pays confronté aussi au problème des djihadistes, le problème de sécurité avec ce monde-là, il était important qu'ils viennent discuter avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui développe une nouvelle approche, notamment dans la lutte contre les djihadistes sur ce plan-là. Et le chef de l'État, au détour d'une question posée par notre confrère correspondant de RFI au Bénin, Jean-Luc Aplogan, a tenu à régler ses comptes avec cette chaîne internationale où le chef de l'État pense que les efforts du gouvernement ne sont pas suffisamment mis en exergue par cette chaîne-là, qui tend toujours à voir le mauvais côté des choses. Évidemment, les journalistes que nous sommes, on est quand même assez ouverts sur ce qui se passe à l'instant. Vous savez très bien qu'il n'y a plus pratiquement de semaines où on ne parle en fait d'attaques
au niveau de Kerimama, au niveau de Materi, au niveau de où certains de nos compatriotes sont tués, mais également nos forces de l'ordre également ont tué et même pénètrent leur zone. Donc, il a tenu quand même à montrer que le Bénin engage beaucoup de moyens et fait beaucoup dans la zone pour le maintien de la stabilité. Donc, en gros, on peut dire que l'axe Bénin-Niger, sur le plan diplomatique, est en très bonne forme et le président Bazoum est reparti quand même heureux. L'autre chose qui me plaît de souligner, c'est que le président nigérien est allé à Glodjibé, à côté de nous, à la GDIZ, pour constater comment cette zone économique est en train véritablement de sortir de terre. Et le président nigérien a dit qu'ils auront à prendre leur part, effectivement, dans cette zone-là, en y implantant aussi des unités de production et pourquoi pas faire en sorte que l'essentiel de leur affaire économique avec le Bénin se passe à ce niveau-là. Donc on peut dire que vraiment le Bénin a reçu beaucoup de bonnes choses de cette visite, surtout sur le plan de la coopération et sur le plan portuaire. Alors, vous savez, Peggy Ludovic Dagba, que cette visite du président du Niger a été l'occasion pour le président de la République, Patrice Talon, de mettre un terme aux rumeurs, aux différentes spéculations qui circulaient sur un probable remaniement ministériel. Alors, Talon refuse là où tous ses prédécesseurs ont cédé. Évidemment, vous faites bien de me sortir cette formulation parce que quand vous prenez l'histoire en compte, vous jetez un coup d'œil dans le passé. Je n'ai pas vu le président Nicéphore Soglo, c'est vrai, qui a été le tout premier président de l'ère de renouveau démocratique, totalement lié à ces genres de choses. Lui qui déjà a quand même connu un mandat un peu différent de celui des autres, d'abord malade, ensuite il a pris fonction, Premier ministre, après président de la République. Le mandat était, même si de 6 ans, comme on le dit, on a de primature et 5 ans de présidence. Bon, lui, il n'a pas subi un peu trop cette règle-là, même si il a eu quand même une de ses oppositions assez fortes. Beaucoup ayant pris part un peu à la bataille, il fallait les contenter. Le président Kérékou également, lui, et vous le savez, c'est quand même le pape, on va le dire, de tous les dirigeants du Bénin. Il a connu ses 27 ans de présidence pendant la Révolution, et puis sur l'aide démocratique aussi, il a fait 10 ans quand même. Il a été un peu lié par cette règle-là, parce que c'est quand même toute une troupe qui vous a permis, qui vous a aidé à accéder au pouvoir. Et d'une manière ou d'une autre, il faut quand même les contenter. Boniaï n'a pas échappé à la règle, et alors lui, grandement. Mais le président Patrice Talon a contrario, a décidé vraiment de marcher contre courant. C'est pour ça qu'on parle de ses prédécesseurs qui ont tous cédé, mais lui, il refuse, tout simplement parce qu'il se dit on ne change pas une équipe qui gagne. Mais là, moi, je ne sais pas s'il ne se met pas une corde au cou, parce que c'est vrai, nous sommes encore à 3 ans de la fin de cette mandature, et le disant comme ça, et le faisant aussi, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir créer une certaine implosion de la mouvance présidentielle, parce que beaucoup quand même ont travaillé avec lui et attendent légitimement d'avoir quelque chose. Mais voilà, il vient de l'affirmer, j'allais dire, devant tout le monde, devant l'univers, qu'il ne va pas remanier. Alors désolé pour ceux qui attendent. C'est vrai, c'est son leadership qui parle en ce moment, mais je pense quand même que ça va faire, bouillir un peu dans son cas au sein de l'Union progressiste Renouveau, mais également au sein du bloc républicain, sans oublier les autres partis satellites de la mouvance présidentielle. Alors, les jours prochains, quand même, nous le dirons, parce qu'il y a aussi cette peur de s'exprimer, et puis qui tétanise un peu les gens, il faut le dire, mais j'attends quand même quelques turbulences. Peggy Ludovic Dagba, c'est vrai qu'il a dit qu'on ne change pas une
équipe qui gagne. Il a parlé également de ses collaborateurs à divers niveaux, mais pourtant 2 ou 48 heures après ou combien d'heures après, il se sépare d'une présidente de l'une de ces institutions. Comment appréciez-vous la chose? Non, ben écoutez, si vous allez faire une lecture littérale, vous risquez d'aller à côté. Je crois qu'il parlait tranquillement du gouvernement, où le gouvernement lui donne assez satisfaction pour faire le job. Ici, c'est de l'Institut de la femme qu'il s'agit. Donc, c'est dit, il a parlé des collaborateurs à divers niveaux. Donc, quand on prend cela en compte, oui, on peut se poser la question, pourquoi avoir alors avoir choisi une autre ou une nouvelle présidente à la tête de l'Institut national de la femme? Vous savez, le chef de l'État, certainement, a, comment on appelle, des attentes et des plans. Et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de lois ont été votées dans le cadre, en fait, de cette, j'allais dire, du développement du statut de la femme au Bénin. Le président, la présidente n'a pas démérité. Vous avez suivi son message tout à l'heure. Tout à fait. Madame Claudine Afiavi-Prudencio, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même la casquette politique. Et c'est déjà l'une des batailles, en tout cas la grande bataille de son parti, comment dirais-je, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, où elle s'est toujours battue pour la femme. Donc on a donné un visage à son combat pendant qu'elle a fait ses 2 ans à la tête de l'Institut national de la femme. Le chef de l'État, vous savez, c'est lui qui est quand même aux manettes. Et il sait ce qu'il attend. Il y a une partie qui s'est faite. Et il y a une autre partie qui va s'enclencher. Et on verra. On pourra toujours faire, comment dire, le point au moment opportun pour voir qui le plus a porté véritablement la cause de la femme au Bénin. Ce qui est sûr, cette situation ne met pas fin aux différents combats, aux différentes luttes que mène l'ancienne présidente désormais de l'Institut national de la femme. Bonne continuation donc à elle. Nous allons poursuivre cette édition. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, pour toutes ces précisions. Actualité en dehors du Bénin à présent, à Yaoundé, au Cameroun, se tient ce vendredi 17 mars. La conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, premier sommet de l'institution en présentiel depuis 2019. On fait le point avec Arthur Orendo. À l'ordre du jour, notamment les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les crypto-monnaies, le financement de la communauté. Lors du sommet extraordinaire de 2019, dans la dynamique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les chefs d'État du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique, du Tchad, du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale avaient décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre de ce partenariat. La commission de la CEMAC et la Banque des États de l'Afrique centrale s'étaient à leur vue confié la mission de proposer dans des délais raisonnables, un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. C'est tout pour cette édition. Les commentaires, nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet et notre application Eden TV Diaspora FM.